Ça a toujours un attrait d'avoir une 4 chevaux. Même la R12, hein, ça fait plaisir aux anciens et je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû commencer leur carrière dans ce genre de véhicule. Ça n'a pas mis longtemps pour descendre de tout le commissariat. Hein. Vous avez tous le permis de conduire? Oui. Voilà, j'ai eu comme un doute là. Engagé dans la police pour la première fois en 1907 avec les Brigades du Tigre, l'automobile a profondément transformé le travail des policiers. Des premières patrouilles automobiles des années 20, en passant par l'époque des tractions avant, des premières voitures PI ou de police secours, la voiture de police a marqué de l'empreinte de ses pneus l'histoire automobile française. Et comme la police roule principalement français, elle demeure aujourd'hui encore le véritable reflet de la production automobile et des grandes tendances du marché. Essence ou diesel, banalisé ou sérigraphié, la voiture de police est d'abord un véhicule de grande série sans préparation mécanique particulière. Nous verrons que la conduite d'un véhicule de police est loin d'être une affaire simple. La voiture de police fait désormais tellement partie du paysage urbain qu'elle nous semble avoir toujours été là. Et pourtant... Au début du XXe siècle, la campagne française vit dans la peur. Des bandes de criminels sans scrupules terrorisent les régions en toute impunité. Dans le nord, la plus redoutable de ces bandes est connue sous le nom des bandits d'Hasbrook. Dans le sud, c'est aux chauffeurs de la Drôme que l'on a affaire. C'est pas parce qu'ils conduisaient, mais parce qu'ils chauffaient les pieds des paysans des fermes qu'ils attaquaient. Enfin, ils les chauffaient les pieds, c'était pire que ça, ils les torturaient. Il y a des scènes de crimes qui sont épouvantables pour faire avouer à ces gens où étaient leurs économies. Et ils festoyaient sur place et ils disparaissaient le lendemain. Il faut bien imaginer quelle est la réaction de la population. Vous vous rendez compte, en 1900, l'exposition universelle, on a inauguré la fée électricité. Le XXe siècle paraît une promesse de félicité, de bonheur, de confort et tout, et d'un seul coup, ils se retrouvent plongés dans des temps qu'ils assimilent au Moyen-Âge, au temps noir. Et tout ce sentiment d'insécurité est sans cesse alimenté par les récits anxiogènes de crimes qu'on trouve à la une d'une presse et de journaux dont on a oublié aujourd'hui que 4 d'entre eux, rien qu'en France, tiraient à plus d'1 million d'exemplaires. Et donc la question qui vient à l'esprit, c'est tout de suite celle que vous connaissez bien, c'est que fait la police? Si la police parisienne est devenue la plus moderne du monde grâce à la création de l'identité judiciaire par Bertillon en 1883, le paradoxe veut qu'en dehors des grandes villes, la police judiciaire est totalement inexistante. Chaque année, près de 100 000 affaires criminelles sont classées sans suite. La question devient tellement sérieuse qu'on l'aborde, et c'est une grande première, au Parlement. En 1906, Georges Clemenceau devient ministre de l'Intérieur. Le Tigre, comme on l'appelle, devient le premier flic de France. Et pour la police, c'est une véritable révolution. Il explique à son auditoire que la seule police qu'une démocratie puisse avouer, c'est la police qui apporte la sûreté, celle qui lutte contre les bandits, les voleurs, qui protège le citoyen, et que cette police, qu'on appelle donc la police judiciaire, elle est totalement insuffisante en France. Il désigne comme directeur de la sûreté générale un flic, un policier de métier, Célestin Aignon, donc désigné comme directeur de la sûreté, et propose à Clemenceau, c'est pas lui l'inventeur, c'est une idée qui traîne un peu partout chez les policiers avisés, qu'il faut créer une police purement judiciaire, c'est-à-dire qui ne s'occupera que de la lutte contre le crime et les criminels, la recherche des bandits, la protection des citoyens, une police qui sera nationale à vaste ressort, c'est-à-dire qui pourra poursuivre les bandits, et une police mobile. Et le symbole de cette mobilité, c'est qu'on va doter ces brigades d'automobiles. Dès 1907, 12 brigades régionales de police mobiles sont créées. Elles vont entrer dans la légende sous le nom de Brigades du Tigre. Messieurs, vous aurez plus de temps pour faire connaissance. Je vais vous ranger devant les voitures, m'écoutez un instant, s'il vous plaît. Bon, mes amis, vous voilà armés, équipés, organisés, comme n'a jamais été service de police judiciaire. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses.
Dans mon service, je n'admettrai aucun fiasco. Il me faut des résultats. L'automobile, au départ, c'est la marque de fabrique de la criminalité, d'une criminalité évoluée, utilisant à plein les ressources de la modernité. Puisque les malfrats s'équipent d'automobiles, de grosses Panhard et Levasseur, et pas de petites automobiles. Ils avaient toujours l'intérêt de voler de très très grosses berlines de voyage qui permettaient d'aller loin et vite. Enfin, ce qui s'entend par vite, c'est-à-dire que ça roulait à 40 ou 50 km/h maximum. Et donc de ce fait, il fallait bien que la police suive. Quand on va gratter les choses, on se rend compte que ces policiers en auto, qui devaient répondre aux bandits en auto, hein, si vous voulez, eh bien, 4 automobiles, Panhard et Levasseur, des gouffres à pétrole qui sont tout le temps en panne pour la totalité des brigades de toute la France. Il faudra attendre la bande à Bonneau et 1911, et en fait 1912, pour que chaque brigade mobile, c'est-à-dire les 12, soit dotée chacune d'une automobile, de Dion-Bouton. C'est vous dire qu'on est quand même très très loin de la mobilité annoncée. Mais il n'en demeure pas moins que le mythe existe encore aujourd'hui. Les brigades mobiles, qu'on va donc appeler les brigades du Tigre, c'est des flics en auto. C'était des voitures qui avançaient à 30 km/h. Il faut bien être conscient. C'était des petits moteurs Renault de Dion. Donc c'était pas de la fulgurance. En 1911, l'affaire qui défraye la chronique, c'est celle de la bande à Bonneau. Jules-Joseph Bonneau et sa bande mettent au point une technique criminelle simple, mais révolutionnaire. Utiliser des automobiles pour commettre leur forfait et s'enfuir. La bande à Bonneau, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est la rencontre du banditisme crapuleux, j'allais dire, et puis d'un idéal politique, idéologique, qui est l'anarchisme. Le processus qui aura un gros succès par la suite, hein, ça consiste à voler une automobile la plus puissante possible. Elles sont rares à l'époque. Hein. En 1910 ou en 1915, il y a une voiture ou 2 voitures par canton. C'est soit le maire, soit l'avocat, soit le médecin, et encore, c'est la haute bourgeoisie qui possède une automobile. Ils opèrent beaucoup à Paris, bien sûr, mais ils vivent en banlieue, parce que justement, en banlieue, on est dans une sorte de no man's land de policiers, il y a beaucoup moins de policiers. Ça commence par le premier hold-up à l'affolement, comme on l'a appelé à l'époque, rue Ordener. Hein. On attaque un garçon de recette et on s'enfuit en automobile. C'est un hold-up dans une banque, Société Générale, si je me souviens bien, à Chantilly, et on s'enfuit en automobile. Ces jeunes gens un petit peu grisés, hein, sans doute aussi par l'impuissance de la police, une espèce de sentiment d'impunité, vont se mettre à en faire trop, évidemment. Et pris plus ou moins dans un embouteillage, les membres ils sont 4 dans la voiture de la bande à Bonneau, sont interpellés par un gardien de la paix pour des raisons tout simplement d'excès de vitesse, on dirait aujourd'hui, de circulation. Hein. Et l'un des passagers de l'automobile lui décharge son revolver. Cernés par toutes les polices, les jours de la bande sont comptés. Si les brigades mobiles ont poursuivi la traque sans relâche, c'est la police parisienne qui met un point final aux agissements de la bande à Bonneau. Ça donnait lieu à des choses insensées. On est venu par centaines de voitures et de calèches de Paris pour assister à l'assaut final qui est mené avec des militaires, une compagnie de zouaves, des mitrailleuses. Enfin, c'est tout juste si on n'a pas tiré au canon. Ironie du sort, c'est dans un garage que Bonneau trouvera la mort. On pouvait les arrêter sans toute cette mise en scène, tout ce spectacle, dont la police n'est pas sortie grandie, parce que d'une certaine manière, ça a fait, on le voit bien à travers le cinéma à l'heure actuelle, hein, de Bonneau, une sorte de mythe, hein, de martyr, tué par la République bourgeoise. Bon, on est loin de la réalité, hein, bien sûr. La folie meurtrière va bientôt s'étendre à l'Europe tout entière. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre. Le 4, elle envahit la Belgique et le Luxembourg. Les troupes allemandes foncent vers Paris, avant d'être stoppées net sur la Marne. Les 600 taxis du même nom, des Renault AG1 pour la plupart, vont se couvrir de gloire. Tout au long de ces 4 années, la guerre industrielle va consacrer l'emploi des véhicules automobiles. La production de voitures a explosé, mais les policiers de l'après-guerre, eux, devront attendre. Dans la France de 1920, ils sont encore majoritairement piétons.
Ces policiers qui sont, faut jamais oublier, qui sont affectés, j'allais dire à vie, au même arrondissement et même au même quartier, au même îlot, donc ils connaissent les habitants et on y tient à cette connivence. On a son gardien de la paix comme chaque gardien de la paix a ses concierges. C'est vrai que ces gens intervenaient en cas de crime, d'agression, de vol, mais leur vrai travail c'était d'empêcher. Le gardien de la paix, c'est le juge du trottoir, comme on l'appellera. C'est lui qui va régler aussi bien les querelles de ménage que les problèmes d'un commerçant avec un consommateur ou avec un mauvais client. C'était ça la vraie police de proximité, bien sûr. Il n'empêche, les jours des îlotiers sont comptés, l'avenir est à la patrouille motorisée. À partir de 1920, il y a des contingents d'automobiles qui sont commandés aux constructeurs par la préfecture parce que il faut s'adapter au... C'est comme pour un marché commercial, il faut s'adapter aux lois du marché. Ben là, pour la police, il faut s'adapter aux lois du marché dans lequel on travaille. On veut des véhicules qui soient surtout pas technologiquement avancés. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on veut de la brouette avec un moteur de base. On veut de l'indestructible parce que quand ça passe en atelier, on veut que ce soit démonté facilement, réparé facilement et aussi rapidement remis sur la route. La police a besoin de voitures de surveillance qui sont en fait les voitures de patrouille, c'est-à-dire qu'on met 4 gendarmes avec moustache et képi dans une Renault NN ou dans une Renault KZ et puis on leur demande de patrouiller dans les rues. Le véhicule en lui-même ne change pas, c'est un torpedo de patrouille, 4 cylindres, 4 roues, 4 portes et une toile faisant office de couverture, c'est tout. Ils ont à bord un très gros poste de radio qui prend quasiment la place d'une personne et ils communiquent comme ça avec le commissariat local ou avec le commissariat principal. Les premières voitures dites conduite intérieure couverte, ce sont les tractions. Quand elle apparaît en 1934, la Citroën 7, qu'on appellera simplement du générique traction avant, révolutionne le paysage automobile français. D'abord, et c'est rare à l'époque, ce sont les roues avant qui sont motrices. Mais la traction se distingue surtout par le nombre de ses innovations technologiques. Structure monobloc sans châssis, suspension indépendante et frein hydraulique. Conçue par l'ingénieur Lefebvre pour relancer Citroën, la traction va vite être baptisée reine de la route. Dès 1936, et malgré la méfiance des services techniques, quelques rares tractions s'engagent dans la police. Elle était efficace sur la route, fiable, solide, confortable. Donc je pense que c'était le bon outil pour l'époque et pour la fonction. Mai-juin 40, c'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. Les divisions de Panzer balayent l'armée française en moins de 6 semaines. La France s'effondre, les nazis sont à Paris, le pillage peut commencer. Et parmi les biens convoités, il y a bien sûr les très efficaces traction avant. L'occupant avait mis en place un système de réquisition de toutes les automobiles, donc il se gardait les tractions Citroën, parce que les Allemands avaient bien compris que cette voiture était beaucoup plus pratique, beaucoup plus fiable, allait plus vite, passait partout. C'était une voiture qui était en avance sur son temps et les Allemands aimaient beaucoup ça. La Gestapo s'est énormément servie en traction, mais c'était des tractions civiles. Pendant la guerre, la situation est quand même paradoxale. On a une police judiciaire, prenons l'exemple de Paris, qui est quasiment démunie de tout et qui combat parce que les trafics et les crimes n'ont jamais autant proliféré, évidemment, que sous l'occupation, mais dont une partie des auteurs sont des types qui sont protégés par les Allemands, notamment ceux qu'on appelle les Gestapaches, c'est-à-dire les membres de ce que l'on a appelé les Gestapo françaises, de la rue Lauriston, de l'avenue Foch, de l'avenue Henri Martin, de Neuilly et tout. Il n'y a pas mieux qu'un truand pour savoir comment arrêter un autre truand, ou dissuader un autre truand, ou faire parler qui on a envie de faire parler. Imaginez un peu ces scènes surréalistes où vous avez d'authentiques truands comme Abel Danos ou comme Lafont lui-même, qui s'appelait en fait Chamberlain, qui viennent parader en uniforme allemand et qui se servent dans les fichiers de police. Il faut quand même imaginer la situation des flics qui se retrouvent face à des gens qui ont ce qu'ils appellent le carton, c'est-à-dire un Ausweis allemand qui leur permet de réquisitionner, de ne pas être arrêtés, de réquisitionner les forces et tout, qui ont des bagnoles, de l'essence, alors que les flics n'en ont pas. Et pour la police, les privations vont perdurer pendant quelques années encore après la libération. Les tractions connaissent leur heure de gloire sous les marquages voyants de la résistance. Dans cette grande époque du recyclage généralisé, les gangsters profitent de la confusion ambiante. C'est dans ce contexte que naît le célèbre gang des tractions avant. Après-guerre, un certain nombre de ces gestapaches qui s'étaient habilement recyclés dans la résistance. Je pense à Pierre Loutrel, par exemple, qui venait de la Gestapo de l'avenue Foch et qu'on retrouve dans la région de Toulouse, menant sous le nom de lieutenant d'Harcourt l'épuration. Ça fait froid dans le dos en passant. Eh bien, ont gardé leur
bonnes ou mauvaises habitudes, selon le point de vue dont il faut se placer, et se sont lancés dans des séries de hold-up d'autant plus spectaculaires qu'ils étaient commis par des gens qui n'hésitaient pas à tirer. Alors, ils ont la gâchette facile, mais ils ont surtout des cache-chevaux Citroën ultra puissantes qui leur permettent de semer tous les policiers. C'était une voiture qui était fiable, on y descendait et on y montait assez facilement, elle démarrait sur les chapeaux de roue, elle était puissante, elle passait partout où vous vouliez, alors que les poursuivants, eux, avaient des voitures à propulsion qui étaient pas toujours faciles à gérer au niveau tenue de route. La fin du gang des tractions avant, c'est quand la police s'est acheté des tractions avant 15.6. Avec les années 50, la production industrielle monte en puissance, la croissance explose et l'automobile devient un bien de consommation courante. Une voiture résume à elle seule cette époque, c'est la Renault 4 chevaux. C'est un événement qui est beaucoup plus sociologique que technologique. Parce que quand on regarde la 4 chevaux, c'est une brouette à 4 roues avec un moteur placé là où il n'aurait pas fallu qu'il soit placé. C'est antinomique, c'est absolument une hérésie mécanique, la 4 chevaux. Mais c'est la voiture qui symbolise le renouveau de l'après-guerre, qui, même si on n'en a pas une, le fait de voir circuler des 4 chevaux partout donne l'impression que la France renaît. Dans le but de renforcer la sécurité de la voie publique, la police parisienne vient de lancer une nouvelle offensive, celle des patrouilles urbaines. À bord de 4 chevaux spécialement équipés et en liaison constante par téléphone radio avec les services centraux, les agents vont rappeler aux conducteurs les règles de la circulation et arrêter l'automobiliste qui se permet une vitesse dangereuse. Ne vous fiez pas à l'allure débonnaire de la voiture de police, elle peut monter à 130. C'est pas du tout une voiture qui a été choisie parce qu'elle était pratique ou parce qu'elle était efficace ou parce que c'était une bombe ou quoi que ce soit. C'est une voiture qui a été imposée parce que la grande nouveauté en matière automobile de l'après-guerre, c'est la création de la régie Renault qui a été créée de toutes pièces comme une régie nationale, donc appartenant à l'État. La 4 chevaux s'est trouvée logiquement imposée comme étant la monture idéale pour le policier français. Alors pas si idéal que ça, puisqu'il a fallu plus ou moins la modifier. Alors elles sont quasiment toutes équipées d'un poste de radiotélécommunication. Le coffre avant de la 4 chevaux, c'est rempli de batteries pour pouvoir alimenter le poste de télécommunication. Elles ont un phare, elles ont un petit panneau police lumineux, et elles ont les portières échancrées, c'est-à-dire qu'on a supprimé la vitre latérale et on a découpé la portière pour que le policier puisse non seulement porter facilement le bras à l'extérieur de la voiture, mais éventuellement même sauter dans la voiture sans avoir à ouvrir la portière. Les usines Renault produisent des 4 chevaux comme une poule pondrait des œufs, et de ce fait, il y en a partout les 4 chevaux. Donc il faut bien que celles qui sont de la police se différencient des autres quand même. Pour la première fois de son histoire, la voiture de police reçoit une peinture spéciale qui la rend reconnaissable entre toutes. C'est la fameuse livrée Pi. Le bicolorisme, c'est-à-dire le principe d'une robe de coloris Pi, Pi voulant dire bicolore, ça a été décidé dès le départ. On n'allait pas faire une voiture qui était d'une couleur en haut, d'une couleur en bas, parce que ça aurait fait taxi. Donc il fallait une voiture avec un camailleux de couleurs placé bizarrement, de manière à ce que ça se repère de loin. Quelles sont les couleurs qui ne sont pas reprises en bicolorisme par la production automobile? C'est le blanc et noir. Donc, la préfecture choisit cette couleur parce que justement, elle est agressive, elle est marquante, on la voit de loin, on la repère parmi 90 000 autres couleurs, on repère cet assortiment-là. L'autre véhicule noir et blanc qui va devenir populaire, c'est celui de Police Secours, une tradition policière très prisée des usagers. Le fourgon, alors c'est un fourgon police secours, existe bien avant le dit panier à salade. À la fin des années 20, 1928 très précisément, on a eu l'idée de créer ce qu'on a appelé police secours. Ce qui a beaucoup impressionné les gens, c'est qu'ils intervenaient en automobile avec ce qu'on appelait des voiturettes Renault,
qui était d'une petite voiture, mais qui leur permettait de se déplacer, d'intervenir rapidement. On est bien, alors à la fois toujours dans cette idée d'une police extrêmement sympathique, positive, au service du citoyen. Police secours, c'est quand on a une agression, un accident, un début d'incendie, on découvre une fuite de gaz, que sais-je. Et puis après la guerre, on a utilisé des véhicules, alors pas en noir et blanc, très reconnaissables, sur lesquels se trouvait écrit Police Secours. Avec son nez busqué, ses gros yeux ronds et sa tôle ondulée, le Citroën Type H est sans conteste la vedette des fourgons de police. Le panier à salade, c'est lui. Quand Citroën sort son Type H, c'est un véhicule suffisamment pratique pour que la police s'y intéresse. Et il a un intérêt primordial, c'est que la police sait réparer les tractions, puisqu'elle en a déjà depuis un certain nombre d'années. Or, le Type H utilise le moteur de la traction. On les appelle paniers à salade parce qu'ils étaient munis sur les ouvrants extérieurs de grillages pour éviter les projectiles. À une époque, les grillages étaient à l'intérieur pour éviter que les malfrats qui avaient été stockés à l'arrière du fourgon ne cassent les vitres. Et puis, les mœurs se changeant avec les manifestations, finalement, les grilles ont été mis à l'extérieur pour éviter les projectiles venant de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Le 6 mars 1956, voit la présentation au Palais de Chaillot de la Dauphine. Les femmes adoptent d'emblée la Dauphine qui sera aussi... Elles ne sont pas les seules, puisque la Dauphine s'impose naturellement en remplacement de la 4 chevaux. Un système se met en place, il va durer longtemps. La logique a voulu que dans la police, on choisisse les 4 chevaux, et ensuite on a pris l'évolution de la 4 chevaux qui était la Dauphine, et après on a pris l'évolution de la Dauphine qui était la R8. C'est tout simple, et même si quelques variantes plus sportives comme la R8 Gordini font leur apparition, la police se dote systématiquement des véhicules de la régie Renault dans leur version la plus banale. Les frégates des inspecteurs de police ou les 403 des inspecteurs de police arrivent à bout de course. Ce qui remplace la frégate, c'est la R16. Ce qui remplace la 403, c'est la 404. Et ben, dans la police, on a des R16 et des 404 dans les années 60. On n'a toujours pas de Citroën, parce que chez Citroën, il n'y a que la 2 chevaux et la DS. La 2 chevaux, on n'en veut pas, c'est poussif. Et la DS, c'est les ministres. En attendant le retour des Citroën sous le képi, la police va puiser dans les catalogues des marques françaises. Et comme la police est une administration populaire, elle se dotera des voitures populaires du moment, celles que tout le monde a vues un jour ou l'autre dans sa famille. Au Simca 1100 et au R12 des années 70 succéderont les Renault 5, utilisés surtout pour la circulation, mais aussi les R14 et R18, tant en version Pi que banalisée. Chez Peugeot, la berline 504 intègre la police en civil. Sa version break endosse l'uniforme noir et blanc. Dans les années 80, les R19, les 305 et 309 relèvent leurs aînés pour former le gros du contingent. Citroën a réintégré la grande maison avec la Visa, ce qui en a laissé plus d'un perplexe. Imaginez les 4 mecs en costume qui arrivent sur un braquage en Visa. Et en matière d'automobile, la police a quasiment tout connu, du hors norme, comme cette 604 spéciale de la BRB, la 505 STI Danielson de 135 chevaux ou la Golf GTI que tous les policiers s'arrachaient. Il y eut aussi du bizarre, comme ce pot de yaourt, 350 cm3 s'il vous plaît, réservé aux pervenches, enfin on l'espère. En bref, le parc automobile de la police a rassemblé à peu près tout ce que l'industrie française proposait, si bien que depuis un siècle, la police roule comme Monsieur Dupont. Modernité oblige, elle est passée à la couleur. L'automobile de ce point de vue comme outil professionnel, et pas seulement dans des circonstances particulières, hold-up, police judiciaire et tout, a effectivement complètement révolutionné non seulement le travail quotidien des policiers, mais aussi le rapport quotidien des policiers à la population, au public. Depuis 100 ans, les voitures de police ont considérablement évolué. Au nombre de 4 en 1907, elles sont désormais plus de 28 000. On peut dire qu'aujourd'hui, le travail de la police serait tout bonnement impossible sans elles. C'est l'outil de travail de base. On l'aperçoit tous les jours sans y prêter vraiment attention. Pourtant, la voiture de patrouille, celle du roulement, comme on dit dans la police, fait aujourd'hui partie intégrante du décor. Elle appartient en majorité au segment M1 ou M2, comme la Peugeot 308 ou le Renault Scénic, petit tour du propriétaire avec le brigadier-chef Stéphane Perron. Ce genre de véhicule, moi sur une vacation, je peux faire jusqu'à 100 km. Donc vous pensez bien qu'au bout d'un moment, c'est des véhicules qui tournent 24 heures sur 24. Donc effectivement, au bout d'un moment, ces véhicules ont vite beaucoup de kilomètres.
Donc c'est des véhicules qui partent assez vite quand même. C'est l'un des véhicules qu'on possède le plus avec les 308 maintenant actuellement, 307 ouais. C'est un bon véhicule. On est un peu en hauteur, donc on voit un peu plus loin que dans les autres véhicules type 308 qu'on a. Donc ça c'est quand on patrouille et qu'on reçoit des jets de cailloux ou autres objets contendants sur la carrosserie. Vous avez même 2 impacts, vous voyez, un impact, 2 impacts ici. Vous avez une usure un peu particulière, donc quand le frottement continue que vous avez au niveau des menottes et des armes, chaque fois que vous asseyez, et ben vous avez ça, vous avez des usures de part et d'autre. Vous voyez là-bas, même de l'autre côté, le fait de se lever, c'est usé. Regardez, vous avez une paire de menottes. Et vous voyez, elle est bien abîmée, usure. Mais bon, chez moi ça accroche en tout cas. Voilà. C'est un objet pour nous qu'on utilise pour se déplacer, c'est tout. C'est vrai que l'essentiel des missions aujourd'hui pour les policiers se fait en voiture. Et c'est pour ça qu'on attache une très grande importance au ministère de l'Intérieur à ce que les véhicules de la police soient opérationnels tout le temps. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des véhicules équipés, bien équipés, qui protègent les policiers et qui leur permettent de travailler dans des conditions correctes. J'ai plus d'équipage pour moi, quant à présent. On fera le traité commun. La conduite d'un véhicule de police, c'est assez particulier quand même. Quand vous patrouillez, vous êtes là, le chauffeur n'est pas là que pour patrouiller et rouler et me faire du 60 km/h pendant 8 heures. C'est pas la mission qu'on lui demande. Donc il doit patrouiller d'une certaine façon, donc à petite allure, donc à très petite allure. Souvent, vous voyez un fonctionnaire de police, il patrouille, il est en deuxième, il faut tout regarder. Les gens qui marchent, les gens qui sont dans les véhicules, quand on les croise, il faut avoir le temps de les voir, de regarder s'ils sont en infraction, de voir si vous avez un déflecteur arrière d'un véhicule qui est cassé, ça pourrait être un véhicule volé. En plus de cela, il faut aussi qu'ils fassent attention à la circulation. Vous avez un feu stop qui ne fonctionne pas à l'arrière, il faudra le changer. J'ai un feu stop ? Oui. Je suis désolé. Non, c'est pas grave, on est là aussi pour vous le dire. Peut-être que j'ai touché, il était cassé. Mais il faudrait votre permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur, et l'assurance. Oui, monsieur. India Oscar November, masculin. 16 octobre 81. Pour le permis, c'est bon. Oui, parfait. Vous venez de l'avoir, oui, on voit ça. La prochaine fois que je vous croise et que c'en est encore resté là, je verbalise. D'accord ? Oui, monsieur. Allez, au revoir. Bonne journée. C'est où ? Oui, derrière nous. Derrière nous. Ouais. Balisé. Bonjour. Oui, vous cherchez quelque chose ? Ouais, on a une dame pour un malaise, ouais. Ouais, d'accord. Le collègue apparemment derrière l'a vu. Vous nous suivez, ça doit être plus loin, un peu plus loin. Ah, c'est pas au 50 ou au 154. Ah, vous voyez ça, le collègue, il l'a vu, puisque la circulation, elle s'est faite à petite allure. Voilà, ça doit être ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une crise de tétanie. Venez, on va aller dans le véhicule. Venez avec nous. Je vais prendre mon sac. Je le prends, il n'y a pas de souci. Tu vois, les pompiers, ils ont été envoyés là-bas, tout au fond, et l'intervention est ici. Donc tu vois, ils n'auraient jamais trouvé. Les voitures de police ont la vie dure. C'est comme votre voiture, si vous faites le fou avec, ça casse. Heureusement pour elle, le garage est à la maison et il y a tout ce qu'il faut pour se refaire une beauté. Si ce véhicule est au roulement, c'est-à-dire tout ce qui comporte police-secours, quoi, disons, c'est un véhicule qui peut atteindre 50 000 km dans l'année. Il tourne 24 heures sur 24, alors ce qui nécessite pas mal d'entretien. Pratiquement tous les mois, il y a une révision à faire. On fait des révisions sévérisées. C'est vrai que ce qu'on appelle le multiplexage, c'est-à-dire la multiplication de l'électronique dans les véhicules, a rendu l'entretien pas forcément plus complexe, mais en tout cas plus délicat. Et sans valise de diagnostic, on ne peut pas entretenir ces véhicules. Donc la police nationale s'est dotée dans ses garages des valises de diagnostic nécessaires à l'entretien des véhicules de chaque marque, qui complique l'entretien des véhicules en police. C'est pas tant l'électronique que la nécessité de déposer et de remonter les équipements spécifiques quand on fait l'entretien.
C'est quand même des véhicules qui sont pas mal sollicités, donc ça s'use quand même pas mal, quoi. Il faut beaucoup de kilomètres en peu de temps et... Les poussoirs étaient usés en fait, et l'arbre-à-cam aussi, donc on a remplacé l'arbre-à-cam et les poussoirs en fait. Quelquefois ça arrive qu'on ait des boîtes de vitesse qui cassent aussi, et des fois des moteurs, mais bon. Il n'y a aucune modification, comme beaucoup de personnes pourraient l'imaginer, ou ils sont vraiment toutes d'origine. Les plaquettes de frein sont changées tous les 15 000 km en gros, et les disques c'est tous les 30 000, quoi, donc tous les 2 révisions. De nos jours, l'un des ateliers les plus sollicités est celui de la carrosserie. Accident de circulation ou malveillance, ces voitures s'y retrouvent plus souvent qu'à leur tour. C'est un véhicule qui a été pris à partie sur un feu de voiture. Donc du 13e étage, il s'est pris des parpaings sur le toit. Quand c'était des petits cailloux, maintenant c'est des gros parpaings. De ce côté-là, vous avez l'impact sur le coffre là. Donc il y a un film de protection sur le véhicule qui retient en majeure partie les dégâts, quoi. Donc les fonctionnaires sont relativement protégés pour les éclats de verre dans le visage, jusqu'à une certaine limite. La dernière tendance du véhicule de police, c'est le ludospace. Méprisé dans un premier temps pour sa ressemblance avec la fourgonnette du plombier, son espace et le nombre de rangements lui ont permis d'être reconsidérés. Le berlingot qui a été développé, qui est entré récemment dans la gamme, fait partie de ces véhicules-là. C'est été étudié pour embarquer à la fois du personnel et des équipements. On a des boucliers, donc 2 boucliers, un bouclier normal, un bouclier balistique par balle. Nous avons nos jambières, ainsi que nos protections pour le haut du corps. Ceci, c'est des cônes de Lubeck, un peu du matériel pour nos affaires pour écrire, et une trousse de secours. Pour nous, à notre niveau, ce qui aurait été bien, c'est des rangements jusqu'à ce niveau-là pour qu'on puisse mieux voir ce qui nous arrive derrière. Il y a une évolution, une tendance vers les monospaces aujourd'hui, vers les modèles familiaux. Donc ce qui se développe aujourd'hui, c'est toute la gamme des 3008 ou des 5008 chez Peugeot, c'est le Scénic de Renault, le petit, le grand. C'est les ludospaces, donc les Kangoo, les Pater. Ce qui se développe aujourd'hui, c'est ça, c'est la familiale compacte. Oui, bonjour, 240 Alpha dans le réseau 1+2. Les UTEC, c'est des unités qui ont été créées pour patrouiller dans les quartiers difficiles. Donc on est fidélisé à un quartier. Notre avantage, c'est qu'on connaît le quartier par cœur et qu'on connaît ses habitants. C'est un véhicule qui est agréable à conduire. En tant que passager, on est bien à l'intérieur. Bon, l'avantage, c'est qu'on est en hauteur, on domine un petit peu la route. Quand il s'agit de sortir du véhicule, on peut le faire sans devoir s'extraire. Et ça a quand même bien évolué. C'était des véhicules utilitaires, mais qui ont été, je pense, améliorés pour notre confort. C'est un peu raide, mais enfin bon. On part pas en vacances non plus. Ces voitures de police qui quadrillent le territoire font maintenant partie de notre quotidien. Impossible d'imaginer la rue sans elles. Même quand vous dormez, elles continuent de rouler 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Elles sont là. Le propre de la brigade anticriminalité, c'est la recherche du flagrant délit. Donc on patrouille et on cherche. Nous
la BAC, on a une 308. C'est un très bon compromis parce que c'est des véhicules compacts. On a un très bon moteur, à savoir le 1,6 litre THP, 150 chevaux. Bon, souvent, dans les quartiers, les petits jeunes qui viennent nous voir et qui nous demandent si les véhicules sont trafiqués au niveau moteur, bien sûr. Donc, on dit que non, c'est des véhicules d'origine. Et souvent, on ne nous croit pas en plus. Dès qu'on a un nouveau véhicule, la première fois que tu rentres dans un quartier, ils nous reconnaissent tout de suite. Hein. De toute façon, dans un quartier, on fait tâche tout de suite. Nous, hein. C'est déjà arrivé que les collègues qui fassent des planques et puis le lendemain, le numéro était tagué, le numéro du véhicule était tagué sur un mur, quoi. Même si toi, tu es sûr de toi au volant, il faut faire attention à la circulation, à tous les autres usagers de la route, quoi. Parce que bien souvent, les gens ne sont pas habitués à voir arriver un véhicule de police dans leur dos à une très grande vitesse où, bien sûr, ils ne regardent pas, ils ne voient pas le gyro. C'est-à-dire qu'il faut toujours être prêt à anticiper une erreur de conduite. Quelles que soient les interventions, quel que soit le jour, le moment, c'est jamais la même conduite. Donc il n'y a rien d'acquis, jamais. Tous les jours, je conduis, enfin toutes les nuits. Et l'essentiel, ouais, c'est de commencer la vacation et surtout de la finir en entier. On a perdu un collègue en décembre 97, il a franchi un feu rouge et donc ça lui a été fatal, quoi. Ça a refroidi beaucoup de monde et on veut surtout pas revivre ça, quoi. Des fois, effectivement, on se sent bien derrière le volant, mais les deux autres collègues n'ont pas la même sensation. Donc il faut avant tout les ramener entiers à la fin de service. Donc un bon conducteur, c'est ça, c'est celui qui sait se tempérer et qui fait surtout très attention. Savoir se tempérer, c'est la condition essentielle de la conduite des véhicules rapides de la police, ceux à moteur essence de 150 chevaux et plus. Mais d'abord, il faut obtenir une habilitation spéciale. Le stage se déroule sur un vrai circuit et ne dure que 2 jours. Les voitures utilisées sont des Clio RS de 200 chevaux, de vrais petits bolides qui reproduisent au plus près les sensations des véhicules en service, comme les Mondeo 2 litres ou les 308 1,6 litre THP. Bien, permettez-nous de souhaiter la bienvenue à ce stage de formation-sélection à la conduite des véhicules rapides, cours qui est important. Important car il va permettre de poser les bases d'une conduite qui, vous le verrez, sera bien différente de celle que vous avez l'habitude de pratiquer au quotidien. On va avoir à cœur de développer ensemble un geste technique professionnel de conduite. Geste professionnel qui va s'articuler autour de 2 grands axes que seront d'une part la sécurité, ça va de soi, et d'autre part l'efficacité. Vous avez tous le permis de conduire? Oui. Voilà, j'ai eu comme un doute là, s'il y a fautement. Donc, vous avez tous le permis de conduire, bien entendu, depuis X années. On a tous, à la base, subi la même formation. On est tous passés par une auto-école classique. Cette formation initiale, commune à tous, elle ne vous prépare pas aux missions de conduite dans la police auxquelles vous êtes quasi quotidiennement confrontés. Alors vous êtes ici venus pour, non pas apprendre à transgresser le code de la route, je vous rassure tout de suite, mais pour qu'on puisse vous donner les clés d'une conduite qui, vous le verrez, sera beaucoup plus sécurisante dans les cas de conduite intensive, là où justement vous êtes amené à transgresser ces règles édictées par le code de la route. On va tenter durant ces 2 jours de vous faire toucher du doigt les limites du terrain, on va tenter de vous faire toucher du doigt les limites de l'auto, et on va surtout tenter ensemble de vous faire toucher du doigt vos propres limites, à vous, en tant que conducteur. Ce sera la garantie pour nous, au-delà du stage, que ces limites, sachant objectivement où elles se situent, vous ne les dépassiez plus jamais. Parce que vous saurez garder une petite marge de sécurité par rapport à ces limites. Renault Clio RS, 4 tours de piste au volant vous coûterait 69 €. Vous allez tous ici faire entre 80 et 100 tours de Clio RS.
Donc imaginez, hein, on vous les facture à 109 € les 4 tours. Bon, on fait un prix, hein, vous êtes collègues, on fait 10% quand même. Donc lui, ça ferait à peu près 6 200 € le stage. Unique en Europe, c'est sur le circuit d'Abbeville, dans la Somme, que l'ECS, l'école de conduite spécialisée de la police, organise ce stage destiné au personnel des bacs et des services spécialisés. Au programme, transfert de charge, freinage dégressif, placement, recherche du point de corde. Première prise de contact avec Fernando Tojeira, responsable de l'ECS. Les erreurs que vous allez commettre au départ, parce qu'on en commet tous au départ, vous allez voir, c'est vraiment nouveau, ça n'a rien à voir avec la conduite ordinaire. Ces erreurs-là, vous allez les imprimer aussi. C'est que votre cerveau il va rentrer dans un mécanisme et ensuite c'est foutu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apprendre le circuit, mais il faut comprendre. Si je prends un virage qui est plutôt fermé comme ça, qui se referme, d'accord? Le point de corde pour toi, il va être plutôt tardif ou précoce? Plutôt précoce. Comment on va le déterminer ce point de corde? Comment dire qu'il est là plutôt que là, plutôt que là? Bonne question, hein. Plus le virage va être fermé comme ça, plus le point de corde va être tard, il va être loin, puisque tu ne vois pas la sortie. Ouvert ou fermé celui-là? Celui-là, il est fermé. Non, il est ouvert. Non, il est là, ouais, d'accord. On comprend, un ouvert, c'est très peu de volant en fait. Fermé, c'est il se referme qui. Non, ralentir. On ne rétrograde pas avant de freiner. Ne te précipite pas, on va pas aller vite là. Hein. On ne rétrograde pas avant de freiner. Oui. Essaie d'écouter quand je te parle. Ouais, j'ai essayé de faire deux trucs en même temps. Un exemple. Je prends un virage qui est fermé comme ça, qui se referme comme ça. Là, on ne rétrograde pas avant de freiner, c'est ça? Non, on freine d'abord avant de freiner. On freine toujours avant de rétrograder. Il va m'arriver de dire des conneries, je pense. Je pense aussi. D'accord. Nous, VRS, c'est plus simple. Celui-ci est ouvert ou fermé celui-là? Celui-là, il a l'air ouvert. Il est ouvert. En 3. T'as raison, tu me dis qu'on y a des fois. Alors, en fonction de quoi, détermine-toi un point de corde. Du rayon, c'est bon? Ah, bah tu sais bien. Rouler très vite, c'est bien. Savoir s'arrêter, c'est encore mieux. Alors, l'école de conduite spécialisée forme ses élèves au freinage d'urgence. En patrouille, d'accord? Et à un moment, un gamin va traverser la route. Il n'a pas vu le gyro, il n'a pas entendu de ton, il ne l'a pas vu arriver, il est avec son Walkman. Le gamin, c'est le cône qui est là-bas. Et le moment où le gamin va traverser, ce sera l'allumage de ce feu là-bas. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez voir le signal s'allumer, il va falloir immédiatement freiner et débrayer. D'accord? Vas-y. En 3, vas-y, encore. Stabilise. Crac. Action du pied sur le frein. L'ABS s'est mis en action. Et là, le cerveau dit, oulala, qu'est-ce qui se passe avec mon pied? C'est pas une situation normale, donc je relâche un petit peu. Or, maintenant, sur un freinage d'urgence, on écrase la pédale et on laisse la pédale au fond. On fait confiance jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Pour obtenir cette habilitation à la conduite des véhicules rapides, il vous faudra non pas un minimum de 10, mais un minimum de 14 sur 20. Vous allez avoir un tour pour vous habituer, entre guillemets, à la voiture dans laquelle vous allez monter. Une fois que ce tour de prépa est bouclé, vous partirez alors pour 3 tours, qui seront donc chronométrés et évalués sur votre technicité. Donnez-vous à 100% sur ces 3 tours. 3 tours, ça passe vite. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est faites attention à ce chrono, dans le sens où ne vous focalisez pas sur le chronomètre. Quoi qu'il se passe, et où vous soyez, sur la piste, ou en dehors de la piste, le chrono, il n'a aucun état d'âme. Il ne s'arrêtera pas. C'est le jour J. Le stress des candidats est à son maximum, car tout va se jouer sur 3 tours seulement. Il faut tout donner, et tout de suite. Trajectoire, c'est bien, c'est juste un petit peu lent dans la courbe. Garde ton pied sur l'accélérateur.
Sur le temps, 5-16 ici, tu peux faire beaucoup mieux. Et te fie pas au temps. D'accord. Fie-toi à ton ressenti dans la voiture surtout. D'accord. Voilà monsieur. Merci. Un petit peu tôt là, attention. La sélection est sévère. Seuls les plus aptes seront retenus. Lors des interventions, ce sera pour de vrai. Il n'y aura aucun droit à l'erreur. Fernando et les autres instructeurs le savent. Ils placent donc la barre très haut. Le fait que ton freinage ne soit pas tout à fait adapté, ben on reste sur un 13 sur le technique. L'estomac c'est normal ça. Bonne vitesse d'entrée, donc garde la vitesse aussi, comme ça accélère. Et encore. Tu freines trop la voiture, c'est pas un stop là. C'est trop freiné là. Oh, attends, on rentre plus vite. Ok, on refroidit. On coupe les codes. Je veux l'avoir ce stage. Ah, tu sais, des fois entre vouloir. Ah bah oui, pouvoir c'est autre chose. C'est pas toujours évident. Hein. Sur la ligne blanche, s'il te plaît. Alors regarde. 15,75. C'est bien, hein. Ça fait une belle connexion. Super. Reste concentré. Puis fais plaisir. Ça fait plaisir. Ah mais même si j'ai de la pression, je me fais. Ouais, c'est bien. Un candidat sur deux seulement repart avec son habilitation en poche. Les autres devront se contenter de conduire les voitures de base pour le reste de leur carrière. Qu'ils se rassurent, il y a quand même une deuxième chance. De toutes les voitures de police qu'on a pu voir, il y en a quand même une qu'on aimerait bien oublier. C'est celle qui glace le sang quand on l'aperçoit sur le bord de la route. Elle n'a pas besoin d'être rapide, elle sert pendant des années et rapporte à l'État bien plus qu'elle ne coûte. Mais même si c'est pour la bonne cause, on n'arrive pas à s'y faire. Pourtant, elle aussi a bien changé. Alors les voitures sont quand même plus confortables. Cependant, on peut avoir déterminé qu'il est tôt, mais rentré trop tôt. Déterminé tôt, mais rentré trop tard. Attends, on va s'arrêter parce que t'as mis en route le gyro. Je sais pas comment, mais t'es trop fort. Des breaks.